Bonjour, bienvenue sur Floraison. Dans le podcast d'aujourd'hui, on parle sabotage de machines industrielles. Je vais vous lire un extrait d'un livre récemment réédité aux éditions L'Échappée. Il s'agit de La révolte luddite, briseur de machines à l'ère de l'industrialisation par Kirkpatrick Sale, un livre traduit et préfacé par Célia Izoard. Je vous lis l'introduction ainsi que la préface de Célia, qui est excellente, pour vous donner envie de découvrir ce livre sur l'histoire méconnue des luddites. L'histoire des luttes, et en particulier des résistances au progrès industriel, est indispensable pour assurer une solide culture de résistance. Alors, bonne écoute. C'est parti pour l'introduction, qui comporte plein de noms de provinces anglaises. Je fais de mon mieux pour la prononciation, veuillez m'excuser si c'est n'importe quoi. Dans les 5 comtés qui forment le cœur de l'Angleterre, se trouve une zone triangulaire hantée jusqu'à ce jour par la légende de Robin des Bois. Délimitée au nord par le Ribble et l'Aire, au sud par la Trent et à l'ouest par le Dove, à cheval sur la chaîne Pennine, ces montagnes qui forment l'épine dorsale de l'Angleterre, ce triangle comprend tous les sites historiques associés au véritable Robin des Bois, ou plutôt au pluriel, véritable Robin des Bois, puisque la légende aurait été inspirée par au moins 2, et sans doute plus, personnages historiques des XIIIe et XIVe siècles. Au nord, la ville de Wakefield borde la forêt de Barnsdale, dans le Yorkshire occidental. Un certain Robin Hood, ou Robert Hood, le fils d'un garde forestier, y aurait vécu jusqu'à la fin du XIIIe siècle. C'est à Clitheroe, dans l'ouest du Lancaster, qu'il avait l'habitude de rejoindre Thomas, comte de Lancaster, pour livrer ses batailles seigneuriales qui avaient lieu régulièrement contre le roi. Dans la forêt de Sherwood, qui recouvrait alors presque toute la partie ouest du comté de Nottingham, on sait que l'un de ces personnages mena une existence frugale à la tête d'une bande de braconniers et de bandits de grand chemin, peut-être au début du XIVe siècle. Enfin, au prieuré de Kirklees, non loin de Wakefield, une pierre tombale indique la sépulture d'un dénommé Robin Hood ayant vécu au début du XIIIe siècle. L'inscription, datée de 1247, est manifestement bien plus tardive. L'un des protagonistes réels de cette légende fut probablement victime d'une politique industrielle précoce émanant de la monarchie anglaise en pleine expansion. Celle-ci visait à encourager l'industrie de la laine naissante en transformant les forêts du centre du pays, jusqu'alors terrains communaux, en pâturages privés pour les moutons. Il est certain que ces démêlés avec le shérif de Nottingham viennent du désir, contrarié par la nouvelle réglementation royale promulguée en 1217-1218, de continuer à utiliser les bois pour se chauffer et s'alimenter, comme son père et ses aïeux l'avaient fait avant lui. Ce conflit entre le nouveau et l'ancien, entre la coutume et le commerce, revêtit un caractère suffisamment dramatique pour venir se fixer dans les récits des habitants de la région, inspirer quelques-uns des premiers poèmes narratifs, être ressuscité par des romanciers au début du XIXe siècle, notamment Walter Scott dans Ivanhoe, et passer ensuite directement dans les films et les fables modernes. Aujourd'hui encore, une douzaine de sites touristiques du Triangle commémorent le conflit, depuis le puits du frère Tuck dans la périphérie de Mansfield, région de Nottingham, où Robin des Bois disputa le duel fondateur de sa joyeuse bande, jusqu'au lit de Robin Hood, qui se trouve sur la falaise de Blackstone, dans les montagnes Pennines du Lancashire, où, dit-on, ce groupe vécut pendant des années distribuant les fruits de la terre. Mais dans l'histoire, en dépit de la résonance durable de ce conte, c'est la directive royale d'abattage et de tissage industriel qui prévalut sur les communaux forestiers. Les forêts du centre furent clôturées et cultivées
abattus au profit du pâturage, si bien que quelques siècles plus tard, il ne restait plus grand-chose des vastes forêts du Barnsdale et de Sherwood, à l'exception de quelques massifs de conifères épars et d'un petit nombre de chênes vénérables sur des terrains considérés comme impropres à l'exploitation. Le tissage de la laine devint la principale industrie anglaise, et les tissus lainiers son principal produit d'exportation, une activité protégée par une lignée ininterrompue de rois et de parlements jusqu'au XIXe siècle. Le nom de Robin des Bois a certes survécu, et le temps a donné plus d'éclat encore à la légende de la résistance héroïque des roturiers contre les nobles et les puissants. Néanmoins, dans les faits, le vol des riches au bénéfice des pauvres n'est jamais devenu l'activité principale du centre de l'Angleterre. Que 7 siècles après avoir immortalisé Robin des Bois, ce triangle des Midlands devienne très précisément le théâtre des révoltes luddites n'est peut-être pas le fruit du hasard. Les luddites, luddite en anglais, pour beaucoup des tisserands, peigneurs et tondeurs de laine, mais aussi des artisans, des métiers du coton, dont l'importance n'avait cessé de croître à partir de la fin du XVIIIe siècle, à l'instar de la joyeuse bande de Robin des Bois, sont victimes du progrès, ou, du moins, ce que l'on tient pour le progrès. Pendant des siècles, ces hommes et ces femmes avaient travaillé, dans leur cottage ou dans de petits ateliers de village, sur des machines qui étaient loin d'être simples, mais qu'une personne seule pouvait faire fonctionner, parfois aidée d'un enfant. Soudain, des machines nouvelles, industrielles, complexes, le plus souvent installées dans les énormes entrepôts à plusieurs étages qui commencèrent à s'élever au milieu de leurs anciennes vallées, menaçaient de bouleverser les règles de leur activité. Pire encore, leur société artisanale, coutumière et communautaire, commençait à disparaître au profit d'une société industrielle envahissante. Ses nouvelles technologies et ses systèmes, sa conception de la marchandise et du marché, et d'une division nouvelle entre ville et campagne, sans que ses artisans ne puissent ni comprendre, ni maîtriser la nouvelle donne. Quand, au cours de 15 mois orageux de la seconde décennie du XIXe siècle, ces personnes se soulevèrent contre ce phénomène, ce fut avec une intensité et une férocité infiniment supérieures à tout ce que Robin des Bois avait jamais entrepris. Elles subiront une répression bien plus violente que les forces jadis déployées par le roi Jean. Si les luddites empruntent leur nom à une figure mythique, Ned Ludd, dont les origines sont encore obscures et dont nous reparlerons, ils gardent toujours à l'esprit qu'ils marchent sur les traces d'un groupe plus ancien de courageux fauteurs de troubles. Ainsi, l'une des premières lettres luddites est expédiée depuis, entre guillemets, la caverne de Robin des Bois. Une autre depuis, entre guillemets, le bureau de Ned Ludd, forêt de Sherwood. Et une chanson luddite, retrouvée dans les archives du ministère de l'Intérieur, commence ainsi. « Cesse d'entonner ces vieilles rimes sur le vaillant Robin des Bois, je n'admire que peu ses exploits, je chanterai les prouesses du général Ludd, à ce jour héros du comté de Nottingham. » Un temps, les luddites furent bel et bien les héros du comté de Nottingham et des autres comtés du centre de l'Angleterre. Compte tenu de leurs actes et de leur impact sur l'esprit d'une nation entière, on devrait se souvenir d'eux aussi bien que des premiers héros de Sherwood, et comme eux, ils devraient figurer dans les fables et les films d'aujourd'hui. Car ce mouvement représentait quelque chose de tout à fait nouveau pour l'histoire anglaise du point de vue des institutions économiques et politiques. Il constituait une préoccupation de taille. Ainsi, les diverses armées luddites opérant entre 1811 et 1812 étaient si bien organisées et disciplinées, si efficaces dans leurs attaques, à l'origine de dommages s'élevant à plus de 100 000 livres, qu'elles apparurent comme l'un des soulèvements les plus vigoureux et les plus menaçants que le pays ait jamais connus. Je cite, d'un caractère téméraire et féroce, sans précédent parmi les classes inférieures du pays.
rapporte l'Annual Register de 1812. Par ailleurs, elles jouissaient dans les régions manufacturières d'un soutien populaire suffisant pour mener à bien leurs activités secrètes et illégales des mois durant, sans être trahies, en dépit des menaces et des tentatives de corruption, des arrestations nocturnes et des interrogatoires, et ce à tel point qu'elles donnèrent à certains l'impression de n'être que la partie émergée d'un réseau insurrectionnel, voire révolutionnaire, étendu au pays entier. De plus, la menace luddite à l'ordre établi, menace à la fois réelle et fantasmée, suscita la plus grosse vague de répression que l'Angleterre ait jamais mise en œuvre pour mater une révolte intérieure. Batteries d'espions, auxiliaires de police, milices volontaires et escouades, raids nocturnes, juges adeptes de la pendaison, jugements exemplaires et, dans les régions touchées, plus de soldats que n'en comportaient les bataillons qui accompagnaient Wellington au Portugal 4 ans plus tôt pour combattre les armées napoléoniennes. Enfin, le plus important peut-être, les luddites furent considérés comme une menace non seulement à l'ordre public, comme les foules émeutières ou les comploteurs insurrectionnels du passé, mais aussi, de façon parfois implicite, au progrès industriel en tant que tel. Ces rebelles étaient d'un genre bien particulier, dans la mesure où ces personnes se dressaient contre l'avenir que leur imposait la nouvelle économie politique, alors en passe de gagner la Grande-Bretagne, une économie politique selon laquelle ceux qui détiennent le capital sont en mesure de faire à peu près ce qu'ils veulent, encouragés et protégés par le gouvernement et le roi, le tout sans réelle contrainte légale, morale ou coutumière. L'opposition luddite ne réside pas tant dans la confrontation physique avec les machines et les industriels que dans la remise en question morale, sur le terrain de la justice et de l'équité, des postulats centraux de l'économie politique et de la légitimité des principes de profit illimité, de compétition et d'innovation. D'où la nécessité, bien comprise par les concepteurs et les bénéficiaires de la nouvelle industrie, de démonter cette opposition, de nier et de faire disparaître les droits anciens et les coutumes dont elle se prévalait. C'était la condition nécessaire pour disposer d'une force de travail suffisamment malléable, redéfinir les termes de l'emploi et permettre le triomphe de ce que nous appelons maintenant la révolution industrielle. Si le bris de machines existait dans l'industrie anglaise depuis la fin du XVIIe siècle comme moyen de protestation contre les conditions de travail en général, cette forme précise de bris de machine, désignée comme symbole matériel d'une technologie redoutée, s'est fixée dans la conscience nationale anglaise dès les débuts de la modernisation. Ainsi, le mot luddite, avec tous les symboles et les idées qu'il fait surgir, existe dans la langue de manière tout aussi indélébile que le terme de puritain, qui désigne lui aussi un certain groupe d'opposants. Dans un roman intitulé Ben O'Bills de Luddite, le titre fait référence à Ben Bamforth, fils de Bill Bamforth, des appellations courantes dans l'Angleterre de l'époque, où le choix des prénoms masculins était singulièrement limité. Deux historiens du Yorkshire ont composé à la fin du XIXe siècle le récit le plus fidèle qui nous soit parvenu sur ce qu'un luddite faisait et pensait, renseigné à partir d'archives et de conversations avec un membre survivant. Je cite « Ça me fait mal, constate le vieux Ben, de voir que les gens d'aujourd'hui comprennent si peu ce que nous avons fait, nous les luddites. » Fin de citation. C'est pour remédier à cela, pour leur permettre de figurer en bonne place aux côtés de la bande de Robin des Bois, en reconstituant l'ossature des actes et la chair des motivations que recouvre le terme succinct de luddite, aujourd'hui, précisément à l'heure où nous en avons besoin, que leur histoire est racontée ici, dans toute la richesse de ses détails.
Préface par Célia Izoard à l'édition de 2023. Né en 1937, Kirkpatrick Sale, militant et essayiste, fut l'un des cofondateurs du célèbre Students for Democratic Society, organisation emblématique du mouvement révolutionnaire états-unien, qui marqua toute la décennie de 1960 par son implication dans l'opposition à la guerre du Vietnam, le soutien aux luttes décoloniales et au mouvement afro-américain. Mais Kirkpatrick Sale est aussi l'une des rares personnalités de gauche à avoir très tôt analysé le rôle central de la technologie dans le capitalisme et dénoncé le caractère intrinsèquement prédateur du modèle industriel. Pour lui, l'industrialisme est inséparable de l'accaparement des ressources et de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre aux vivants. Il va de pair avec un mouvement de dépossession des biens communs, des capacités d'autosubsistance des communautés agricoles et artisanales, et de leur autonomie technique. C'est pourquoi, à la suite d'une poignée de prédécesseurs, il s'est attaché à restituer la parole et les motivations des tisserands des métiers à bras, des tondeurs du Yorkshire et de leur communauté, en leur temps extrêmement lucide sur les conséquences du basculement qui s'opéra au début du XIXe siècle en Angleterre. On a longtemps interprété le geste du briseur de machines comme un obscurantisme buté, incompréhensible refus des lumières du progrès, d'une émancipation offerte sur un plateau, ou au mieux, comme une manifestation irrationnelle née d'une situation désespérée, matériau d'étude pour des conjectures savantes. Pour Marx, le luddite, à l'instar des autres briseurs de machines, servait une lutte réactionnaire, parce qu'il n'avait pas encore appris, je cite, à distinguer la machinerie de son utilisation capitaliste, et donc à transférer ses attaques du moyen matériel de production lui-même à la forme sociale d'exploitation de celui-ci. Fin de citation. Selon la vision marxiste, les communautés qui se sont insurgées contre l'industrie pendant le XIXe siècle, d'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe, étaient aveugles au potentiel libérateur de ces machines. Si elles avaient, au contraire, lutté pour les soustraire à la bourgeoisie entrepreneuriale, elles auraient pu mettre ces forces productives au service de l'abondance et de l'égalité, en libérant les humains du fardeau du travail. Hier comme aujourd'hui, c'est en renvoyant dos à dos technophobes et technophiles que l'on fait en sorte de ne jamais poser le problème de la technique, d'en faire une essence figée, dont le développement serait irrésistible. La technique, en dépit de l'impressionnant panel d'objets et de dispositifs que le terme recouvre, est ainsi assimilée au prolongement du bras humain. Pourtant, quoi de commun entre le métier à tisser à bras, sur lequel travaille un ouvrier ou un artisan, chez lui ou dans une petite boutique, et les chaînes de production d'une usine textile, où l'activité d'une main-d'œuvre sous surveillance consiste en quelques gestes mécaniques. Peut-on réellement séparer l'objet, ou l'infrastructure, de ce pourquoi ils ont été conçus et de l'usage qui en est fait? Comme l'illustre Kirkpatrick Sale dans ce récit, les luddites ne refusaient pas la technique. D'une certaine manière, ils avaient le sentiment de l'incarner. Car, à l'aube du XIXe siècle, on assiste, comme le dit Lewis Mumford, à un appauvrissement de la question technique. Avec l'avènement de l'industrie, la question tend à devenir essentiellement matérialiste, la technique s'identifiant avec l'objet machine. Au terme d'un renversement de perspective, les compétences sont transférées de l'artisan à la machine, dont les paramètres vont totalement déterminer la forme de la production. Quantité produite, nature et qualité de l'objet, jusqu'à la position physique de l'ouvrier et le rythme de son travail. Le tisserand, qui utilise un métier à bras, le tondeur de draps ou le bonnetier, qui travaille à la main, sont dépossédés de la production en tant qu'elle est liée à un savoir-faire individuel. C'est tout simplement la signification du travail qui leur est confisquée. Aussi, les luddites considèrent-ils qu'il est légitime de détruire la machine
et les produits fabriqués par elles au nom même de la technique. La technique, c'est eux. Comme il est dit dans une pétition, cette part précieuse du peuple que sont les tisserands de coton est garante du métier, c'est-à-dire de la transmission de l'expérience et de la qualité des objets produits. Ce n'est donc pas en premier lieu parce que les machines les mettent au chômage que les travailleurs deviennent étrangers à la production. Ce n'est pas non plus principalement parce que la relative autonomie qu'ils ont parfois connue en tant qu'artisans est remplacée par l'asservissement salarial. Si les machines industrielles rendent les ouvriers étrangers à la production, c'est parce que les machines de l'usine sont essentiellement conçues pour faire d'eux leurs exécutants, privés de pensée et de parole. Pour les Ludites, l'aliénation est d'abord là, dans la matérialisation de la technique, dans la destitution de l'expérience, dans l'évacuation des humains. À quoi ressemble un monde où le travail du plus grand nombre consiste à s'adapter à la machine et à la seconder? Nous commençons à le savoir. Que la question technique repose tout entière sur l'avancée de la performance matérielle. Que le travail soit coupé de l'expérience. Que le métier devienne emploi. Voilà qui est emblématique de ce que l'on peut appeler technologie, et qui naît précisément sous la forme qu'on lui connaît au moment de la révolution industrielle. La technologie, c'est la technique libérée de toutes les forces qui avaient prévalu jusque-là, tradition, institution, loi ou mœurs. Technique livrée à elle-même et livrant les sociétés à ses critères, ses échelles et ses rythmes. Pour la plupart des activités, la révolution industrielle signifie la liquidation du système médiéval de la corporation, loi sur l'apprentissage, réglementation de la qualité des produits, etc. Mais plus généralement, elle signifie un bouleversement constant des modes de vie, des lois et des règles morales que le développement de la technique autonomisée contraint à une mise à jour constante. Comme le montre Kirkpatrick Sale, la révolution industrielle n'est pas qu'une transformation rapide des techniques. C'est un changement idéologique et culturel radical. Tout doit s'effacer devant le développement des sciences et des technologies, moteur de la nouvelle économie érigée en nécessité de l'histoire. Ce n'est donc qu'à partir de la révolution industrielle que l'évolution technique devient technologie, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme quelque chose d'indépendant des décisions individuelles, et que l'on commence à dire, de manière tout à fait complaisante, que les outils techniques sont neutres ou ambivalents. En conséquence, le domaine proprement politique, domaine de ce que les individus sont capables de faire collectivement pour décider de l'avenir, en particulier des choix technologiques, se réduit comme une peau de chagrin. En fait, à partir de ce moment-là, le politique, considérant l'évolution technique des moyens de production comme inéluctable, se concentre sur les moyens de la favoriser et sur la question de la répartition des prétendues richesses, entre guillemets, qui en découlent. La production n'a plus besoin de l'humain, ou seulement en tant qu'il est adapté à la machine, qu'il devient la machine animale. L'histoire n'a plus besoin des êtres humains, régie par le processus du développement technologique. La révolution industrielle marque le début de la civilisation dans laquelle nous vivons, ancrée dans ce paradoxe. Le changement y est régi par une technologie que tous regardent comme irrésistible, hors de portée des actions humaines. Pourtant, cette nécessité historique a une histoire. L'épisode ludite suffit à démontrer que cette révolution ne s'est pas faite toute seule, que toute une série de décisions, de lois, de réformes ont accompagné l'adhésion des élites à cette nouvelle idéologie, à commencer par la démonstration de force étatique qui servit à mater les briseurs de machines en Angleterre, en France et en Allemagne. En ce sens, on peut dire que les ludites étaient ennemis de la technologie,
de cette nouvelle forme de pensée adoptée par les pouvoirs pour bâtir des nations modernes toujours plus puissantes et toujours plus centralisées, et rendre les populations plus dépendantes à la raison d'État qu'elles ne l'avaient jamais été par le passé. Dans le titre original de ce livre, ils sont « révoltés contre l'avenir ». Ils s'opposent à l'histoire sous sa forme nouvelle de déterminisme dogmatique, au progrès technologique prétendument irrésistible, à l'avenir en tant qu'on ne peut rien y changer. Le bris de machine, c'est le devoir d'interruption, préalable à toute discussion, quand la transformation perpétuelle est devenue loi et que rien de ce qui est en train de se produire n'a été prévu par la common law. Les Luddites sont conservateurs et révolutionnaires, soucieux de préserver les modes de vie qui leur conviennent, résolus à conquérir la capacité de décider ici et maintenant de ce que sera demain. En ce sens, le luddisme est sabotage, mais pas uniquement. La machine fracassée, c'est aussi la juste cible, car ces ouvriers semblent comprendre d'emblée que les puissants, et ceux qui les suivent, ont remis leur destin aux mains des objets techniques sans discernement, au mépris des personnes et des lieux, dans un mouvement de fétichisation qui ne cessera de s'amplifier par la suite. Aux insurgés de briser l'envoûtement et de rappeler que ces objets n'ont, dans ces conditions, aucune valeur. C'est d'ailleurs autour du bris de machine que ce mouvement cristallise sa puissance et prend tout son sens. Dans les Midlands et les comtés du Nord, le soutien aux destructions est presque unanime, et une population émeutière en est souvent partie prenante. Comme le souligne William Cobbett à l'époque, je cite, « C'est le fait qui intriguera le plus les ministres, ils ne peuvent trouver d'agitateurs. C'est un mouvement du peuple lui-même. » Fin de citation. Les Luddites perdront justement leur popularité au moment où les stratégies changeront et où des manufacturiers locaux seront assassinés. En effet, pour l'opinion courante, la violence exercée sur les biens et celle qui frappe les personnes sont sans commune mesure. La première bénigne, la seconde inacceptable. Quoi qu'il en soit, la civilisation supérieure, celle de l'usine, ne tarde pas à polisser les mœurs en renversant l'analyse. En 1812, le bris de machine devient passible de mort par pendaison. L'avènement du capitalisme industriel marque à cet égard le début de la sacralisation des outils de production. Aujourd'hui encore, cela ne fait pas un pli. Agresser une machine relève de la plus extrême violence. Dans cette histoire de la révolte des Midlands et du Nord, l'analyse est finement tissée au cœur du déroulement des journées d'action, et l'auteur nous tient en haleine en s'arrêtant avec humour sur les retournements inattendus et les détails insolites. La précision et la vivacité du récit rendent justice à la diversité des formes d'action et à leur évolution, au carrefour de traditions politiques diverses. D'une part, des émeutes apparentées aux révoltes paysannes traditionnelles, des unités de faim issues d'unités de lieu, visant explicitement à se protéger d'une nouveauté venue d'en haut, et qui constitue manifestement un appauvrissement, une perte. D'autre part, une organisation en réseau, insurrectionnaliste, inspirée des révolutions modernes, qui s'accompagne de tactiques paramilitaires issues des organisations clandestines du Yorkshire et du Lancashire. On s'aperçoit que le bris de machine, sorte de métonymie du luddisme, n'en constitue qu'un aspect, porté par des formes d'expression et d'organisation qui l'étoffent. Il s'avère difficilement récupérable par les élites et, à revers, il échappe à l'idéologie normative du révolutionnaire. Kirkpatrick Sale ne laisse donc pas cette histoire glisser vers l'idée exemplaire, la résistance symbolique, la nostalgie. S'il peut y avoir une tradition luddite, elle ne tient debout qu'en tant qu'expérience, ensemble de pratiques et réflexivité. Dans les faits, ce mouvement a été une véritable nuisance pour les pionniers de la production de masse, retardant l'adoption de nouvelles machines, poussant certains industriels conséquents à changer de métier. Il a démontré le désarroi des magistrats et des espions
face à une lutte fondée sur la solidarité, le secret et la confiance. Et il s'est donné un très bon chef, qui fait courir vainement les soldats, un général Ludd, aussi insolent qu'inexistant. À partir des années 1990, Kirkpatrick Sale a appelé à s'inspirer des révoltes luddites pour faire face à la révolution informatique. En janvier 1995, année de publication de ce livre, il a mis en scène le pilonnage d'un ordinateur au marteau lors d'une conférence à l'hôtel de ville de New York face à un public de 1500 personnes. Interviewé par Kevin Kelly, entrepreneur gourou de la Silicon Valley et fondateur du magazine Wired, il explique, je cite, « En plus des méfaits écologiques et sanitaires liés à leur production et à leur usage, les ordinateurs posent deux problèmes éthiques. Le premier est que l'informatisation renforce la puissance immense de notre civilisation en lui permettant, de façon encore plus rapide et efficace, d'accomplir ses tristes desseins, accumuler de l'argent et produire des objets. Le second et que l'informatique donne à cette puissance les moyens de détruire la nature plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant. » Fin de citation. De fait, le rôle décisif qu'a joué l'informatique dans la mise en place du néolibéralisme et la mondialisation des chaînes de valeur lui donne raison. Depuis 30 ans, cette production dont les réseaux ont assuré le déploiement à l'échelle planétaire a accru la déforestation, les émissions de carbone et la pollution à une échelle inédite. Et au problème de surconsommation de ressources et d'énergie qui semblait déjà insoluble dans les années 1990, est venue s'ajouter une infrastructure numérique insoutenable. C'est la production de milliards de puces et d'objets électroniques, mobilisant une longue chaîne d'extraction de métaux. C'est aussi l'infrastructure du Big Data, avec ses antennes, ses câbles et ses centres de données, aux millions de serveurs qui consomment à eux seuls en 2022 autant d'électricité qu'un pays comme l'Australie. Sans oublier les montagnes de déchets électroniques qui s'accumulent, exportés en masse au Ghana, en Chine ou au Mexique. Si les protagonistes des révoltes luddites des années 1810 luttaient pour ne pas être intégrés aux machines et au grand flux de la nouvelle économie, auquel il et elle opposaient un mode de vie, et une production qui lui demeurait étranger, les luttes actuelles contre les nouvelles technologies ne peuvent viser qu'à ralentir le déploiement de la méga-machine dont nous sommes tous tributaires. Le réseau 5G, destiné à permettre l'interconnexion massive des objets du quotidien et à multiplier par 3 à 10 le débit de téléchargement, figure parmi les principales infrastructures du monde connecté. Après avoir contesté par des pétitions, des manifestations, et des recours en justice, sa voracité en énergie et sa vocation intrusive et hyper-consumériste, les activistes s'attaquent directement aux antennes relais. En France, on dénombre plus de 140 sabotages entre 2020 et 2021 pour des dégâts avoisinant les 35 millions d'euros. En 2020, un sondage IFOP indiquait que 20% de la population française était favorable à ces destructions, décrite par l'un de leurs auteurs comme, je cite, « une manière de desserrer l'emprise de l'État, de casser la surveillance et de bloquer les flux économiques. » Fin de citation. Face à l'accélération tragique du réchauffement climatique, les blocages de chantiers et les destructions de machines ont acquis ces 10 dernières années une légitimité nouvelle. Qu'ils soient menés au nom de l'action climatique, de l'anarchisme ou de la défense du vivant, ils n'en sont pas moins apparentés aux révoltes qui ont secoué l'Angleterre il y a 2 siècles pour contester l'ordre industriel naissant. Le récit et la clarté des analyses de Kirkpatrick Sale ont ouvert un espace intellectuel indispensable pour méditer sur cette filiation et reconstituer cette tradition politique. Voilà, c'est maintenant la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. Le livre « La révolte luddite » est disponible en format poche aux éditions L'Échappée. La résistance est nécessaire, la victoire est possible.
vive la liberté et vive l'anarchie. À bientôt sur Floraison.